Bonjour tout le monde. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter et qui ont pris du temps pour assister à cet événement, ce webinaire sur la science ouverte et la décolonisation des savoirs en Afrique francophone et en Haïti. Pour l'occasion, nous aurons, je vais modérer, je servirai de facilitateur à ce webinaire et nous aurons pour panélistes la professeure Florence Piron, professeur Samuel Régulus et Sophie Debouché. Je les présenterai au fur et à mesure de leurs différentes interventions. Juste avant de commencer les règles d'usage pour qu'on puisse avoir un très bon échange et une bonne connexion sans bruit, je vous prierai de couper vos micros et caméras pendant que le présentateur ou la présentatrice principale parle. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et nous aurons l'occasion à la fin des présentations de répondre à chacune des questions. N'hésitez vraiment pas à mettre vos questions là-dessus, je les noterai en tant que facilitateur. Et puis, on va pouvoir, les panélistes pourront répondre à ces différentes questions au fur et à mesure. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par présenter la première intervenante qui n'est que Florence Piron, qui est anthropologue et éthicienne, professeure titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval, où elle enseigne la pensée critique à travers des cours sur l'éthique, la démocratie et le vivre ensemble. Florence est la présidente fondatrice de l'association Sciences et Biens communs et de la boutique de sciences Accès Savoir de l'Université Laval. Elle est également la directrice des éditions Sciences et Biens communs qui publie en libre accès de nombreux livres d'auteurs africains. Je mettrai les liens aussi dans le chat tout à l'heure. Elle s'intéresse particulièrement aux liens entre la science, la société et la culture, à la fois comme chercheuse et comme militante pour une science plus ouverte, plus inclusive, socialement responsable et tournée vers le bien commun. Elle intervient oralement et par écrit dans une grande diversité de milieux, dans et hors du monde universitaire. Cependant, ne vous y méprenez pas. Florence Piron ne se limite pas au savoir livresque pour aborder les questions qui concernent l'Afrique et Haïti. En véritable anthropologue, ça fait plus de 25 ans qu'elle arpente les différents pays d'Afrique, de Haïti au Cameroun, en passant par le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, le Sénégal. Aucune ville, aucun village, aucune université n'a de secret pour Florence, car elle a touché du bout du doigt ces réalités, ces différentes réalités africaines. Elle est actuellement au cœur de plusieurs projets de recherche-action visant à valoriser et diffuser le libre accès des savoirs universitaires d'Afrique subsaharienne, francophone et d'Haïti, et à développer les capacités de recherche endogènes de ces régions du monde. Vous comprenez donc pourquoi c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que j'ai le plaisir d'inviter Florence Piron comme la première intervenante à ce séminaire ou à ce webinaire. Merci. Florence, à toi la parole. Merci beaucoup, Thomas. Donc, je commence, je partage tout de suite mon PowerPoint. Donc, c'est une présentation. Voilà. C'est une invitation donc à une conversation sur un texte que j'ai coécrit avec plusieurs. Oui? Nous ne voyons pas ton PowerPoint, nous voyons ton mail, ta boîte mail de l'USC Laval, ton Outlook. Je recommence. Oui. Ça va comme ça? C'est bon?
Oui, oui, c'est mieux. Parfait. Alors, donc, je vous invite à cette conversation autour du texte que j'ai coécrit qui s'appelle « La science ouverte au-delà du libre accès pour et avec les communautés, un pas vers la décolonisation des savoirs ». Et je commence tout de suite par quelques remerciements. Donc, je remercie la Commission canadienne pour l'UNESCO qui nous a invités à rédiger ce texte et qui organise cette série de webinaires à travers le monde pour le mettre en valeur et amorcer donc cette conversation. La chaire UNESCO sur la recherche basée sur les communautés et la responsabilité sociale des universités de Bud Hall et Rajesh Tandon qui a coordonné tout le processus. Et je souhaite aussi remercier tout le projet SOA qui, depuis 2015, m'a permis de nourrir cette réflexion sur que signifie une science vraiment ouverte. Et bon, Thomas et les deux panélistes ont fait partie de cette équipe. Nous avons même fait ensemble le premier livre du projet SOA sur la justice cognitive. Donc, c'est un grand plaisir d'amorcer cette conversation avec vous. Donc, voici les auteurs. Donc, c'est une équipe vraiment intéressante, composée de Leslie Chan, qui est professeur à l'Université de Toronto et grand spécialiste du libre accès, Bud Hall, donc de la chaire UNESCO, et son complice Rajesh Tandon, qui est basé en Inde. Et puis, à ces auteurs-là s'est ajoutée Lorna Williams, qui est une professeure émérite sur les savoirs autochtones à l'Université de Victoria, membre de la Première Nation Lilloite. Dans le texte n'est pas très long, c'est un texte grand public. Vous voyez, j'ai mis en bas de la diapo l'hyperlien pour le télécharger. Il apparaît sur toutes les diapos, donc vous aurez le temps de le copier au besoin. On a commencé ce texte avec une mise en contexte qui est liée à la question de la Covid et de la pandémie. Et on se demande dans quelle mesure la pandémie nous a ouvert les yeux sur la nécessité de la science ouverte ou sur les formes d'ouverture prises par la recherche dans ce contexte bien précis. Et on a vu évidemment le caractère essentiel du libre accès aux recherches sur le virus, d'autant plus essentiel qu'on s'aperçoit que ce n'est pas gagné, puisque Elsevier vient de refermer toutes ses revues, de les rendre de nouveau payantes il y a quelques jours, après les avoir ouvertes au nom de la recherche contre le virus. On a vu aussi un effort de pluridisciplinarité et de collaboration en santé publique, mais malheureusement pas toujours assez efficace. On a vu l'émergence de savoirs sur la Covid dans des laboratoires citoyens, c'est tout à fait fascinant. On a pu voir aussi que les savoirs issus d'Afrique sur la Covid avaient du mal à se faire entendre. Par exemple, le président de Madagascar, ses propositions n'ont pas été vraiment validées ni retenues par les gens du Nord. Et on s'aperçoit que les tendances à la coopération qui se sont manifestées au début sont maintenant un peu limitées par la course au brevet, qui donne plutôt priorité à la compétition. Et surtout, on remarque l'absence de citoyens et de débats publics sur les prises de décision concernant la Covid. Et à mon avis, il y a un lien entre cette absence des citoyens et les rejets, la désinformation, les théories du complot, etc. C'est une forme de résistance. Donc, après cette section-là, on est entré dans le vif du sujet qui consiste à montrer 3 formes d'ouverture de la science et qui permettent d'aller au-delà du libre accès. Mais le libre accès en fait partie, évidemment. Donc, je vais vous présenter ces 3 formes d'ouverture, les unes après les autres, parce que c'est vraiment, je pense, l'apport principal de ce document, c'est de les avoir fait se côtoyer dans un même texte. Le libre accès, qu'est-ce que c'est? Vous le savez tous probablement, mais je répète rapidement, c'est l'idée d'utiliser le web, l'Internet, pour rendre accessible, sans barrière payante, les publications scientifiques. Donc, et permettre ainsi à tout le monde d'accéder aux textes scientifiques. Et de plus
maintenant, on parle aussi du libre accès aux données scientifiques, aux bases de données, pour bon, toutes sortes de raisons. C'est aussi un mouvement qui commence de plus en plus. Malheureusement, il y a un problème fondamental en Haïti et en Afrique, c'est que les conditions de travail en milieu universitaire, par exemple, font en sorte que même si des textes sont en libre accès sur le web, ils ne sont pas forcément accessibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'accès au web, il y a des problèmes d'accès à l'électricité, d'accès aux ordinateurs, il y a des problèmes aussi de littératie numérique. Comme me disent souvent certains étudiants, il y a certains profs qui ont besoin d'un assistant pour même ouvrir leur ordinateur. Donc tout ça, ce sont des choses que nous avons documentées dans le projet SOA. Il y a aussi une méconnaissance du libre accès et du web scientifique en Afrique et en Haïti, où plusieurs pensent, notamment des professeurs, pensent que le web c'est frivole, pensent que le web c'est juste Facebook et que Facebook c'est du n'importe quoi, c'est juste pour s'amuser. Et ils ne voient pas ou ils n'ont pas compris comment même Facebook d'ailleurs peut être utilisé pour décupler la visibilité des travaux scientifiques en les mettant en ligne. Donc cette méconnaissance aussi nuit à l'utilisation du libre accès en Afrique et en Haïti. On a travaillé aussi beaucoup sur le risque de néocolonialisme si seulement le savoir du Nord est en libre accès. Déjà que c'est un savoir qui est hégémonique, c'est celui vers lequel tout le monde se tourne, y compris en Afrique et en Haïti, c'est la référence, le modèle, ce qu'on imite, comme se désole un peu Frantz Fanon. Mais le libre accès, dans le fond, court le risque de décupler cette différence de visibilité si c'est seulement le savoir du Nord qui est en libre accès, donc qui est beaucoup plus accessible. Alors, je l'ai mentionné, un des problèmes, c'est la tentation de limitation des universités du Nord. Je donne un exemple, le facteur d'impact. Alors ça, c'est une mesure bibliométrique qui fait l'objet d'une sorte de culte dans le monde anglophone, et ça renvoie en fait uniquement à la citation, l'auto-citation réciproque de revues qui font toutes partie de revues souvent américaines, qui font toutes partie d'une même base de données. Donc ça n'a rien à voir avec l'impact social de la recherche. Eh bien, on voit dans certains pays, notamment en Afrique francophone, des revues ou des secteurs de recherche qui commencent à vouloir exiger que des chercheurs africains francophones se mettent à publier dans des revues anglophones, américaines, avec facteur d'impact. Et je peux en témoigner, je pourrais vous donner des exemples. Ils ne comprennent même pas ce que c'est que le facteur d'impact. Mais on se dit, ça vient du Nord, ça doit être bon, c'est ça qu'il faut faire. L'imitation des universités du Nord, c'est aussi les ententes avec les grands éditeurs commerciaux. Par exemple, au Cameroun, il y a eu une entente avec Elsevier pour donner accès aux revues. Et Elsevier, qu'est-ce que c'est? C'est un grand éditeur à but lucratif, avec des taux de profit équivalents aux compagnies pharmaceutiques, qui est vraiment le roi de la marchandisation du savoir. Donc, il fait payer très cher l'accès à ces revues, même si, je vous le rappelle, dans le monde scientifique, les auteurs ne sont jamais payés. Donc, c'est vraiment de l'exploitation des auteurs par ces grands éditeurs. Et on a été très triste au Cameroun de voir qu'il y a eu cette entente. Peut-être qu'elle n'existe plus, Sophie pourra peut-être nous en parler. Alors, dans le document, on met au contraire l'accent sur un autre concept qui s'appelle la bibliodiversité. C'est-à-dire qu'il faut absolument préserver plusieurs façons de publier, plusieurs lieux de publication, plusieurs langues de publication pour assurer une résistance au monopole, notamment des revues américaines, qui, par exemple, ne s'intéressent pas du tout aux problématiques qui intéressent l'Afrique et Haïti. Donc, comment faire pour maintenir la bibliodiversité, en particulier les petits éditeurs à but non lucratif, les sociétés savantes, les bibliothèques universitaires qui parfois essayent de publier des revues, etc. Et un autre problème majeur pour Afrique et Haïti, c'est les frais demandés aux auteurs et aux autrices. Donc ça, c'est une pratique qui, malheureusement, est en train de polluer le libre accès dans les pays du Nord, même si c'est seulement
à peu près 30 à 40% des revues, mais c'est les revues les plus, disons, qui ont les gros facteurs d'impact, qui font payer les auteurs parfois $5 000, $10 000 pour publier un article. Les revues, ces revues à but lucratif se disent, dans le fond, vous voulez le libre accès pour les lecteurs, d'accord, pas de problème, on le fait, mais nous, on a besoin d'argent, donc on fait payer les auteurs. Alors ça, évidemment, pour les pays du Sud, c'est une aberration totale qui va limiter encore plus leur capacité de publier. Donc voilà ce qu'on a présenté dans le texte, les grands enjeux du libre accès, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud. Et on a ajouté une deuxième forme d'ouverture de la science. C'est l'ouverture de la recherche de la science à la société. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu vague, mais c'est l'ouverture aux communautés, aux groupes de la société civile, mais aussi aux mouvements sociaux, comme par exemple le mouvement des femmes, le mouvement des coloniaux, et aux citoyens non scientifiques en général. Cette ouverture-là, elle prend le contre-pied du système normatif de la science européenne, de la science hégémonique, qui est au contraire basé sur l'exclusion de tout ce qui est social ou politique. C'est le grand mantra de la science, elle doit être neutre. C'est la seule, et cette neutralité, c'est la seule chose qui lui permet d'atteindre la vérité. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. C'est pas la réalité vécue, comme l'ont montré tous les historiens et les sociologues des sciences. Et on a publié récemment un livre, si ça vous intéresse, qui est en libre accès, qui s'appelle « Et si la recherche ne pouvait pas être neutre ?» Donc, notre position, c'est plutôt que la science est une institution sociale qui valide ou exclut certains types de savoirs, certaines langues, certains sujets de recherche, certaines disciplines, qui fait des hiérarchies, etc. Depuis la modernité et son co-travail avec le capitalisme de la modernité. Donc, au contraire, en opposition à ce type de science dans la tour d'ivoire, il y a des gens, depuis toujours, mais surtout au XXe siècle, qui font de la recherche engagée, qui font de la recherche au service du bien commun, et qui refusent la marchandisation du savoir ou la priorité donnée à la carrière. Je vous rappelle d'ailleurs que même Marie Curie, qui a eu 2 prix Nobel au début du XXe siècle, avait refusé de breveter sa découverte du radium et qui l'a mise au service des premières radiothérapies. Et pour elle, peut-être probablement qu'elle ne se disait pas particulièrement engagée, mais c'était la façon de faire à cette époque. Donc, depuis la deuxième partie du XXe siècle, il y a un patrimoine mondial qui s'est construit autour d'un outil fondamental de la recherche engagée, qui est la recherche-action participative, c'est-à-dire la recherche qui se fait avec les communautés. Et Bud Hall et Rajesh Tandon, qui sont 2 de nos co-auteurs, ont été des pionniers de cette recherche-action participative dans le monde, y compris dans les pays du Sud. Donc la recherche-action participative, c'est une recherche qui se fait en co-construction avec des acteurs sociaux qui ont des enjeux. Et les chercheurs ne sont pas là juste parce que tel ou tel sujet les intéresse, mais pour aider les communautés à résoudre leurs difficultés. Il y a un autre concept que j'aime beaucoup qui est lié à cette forme de recherche engagée, c'est celui de boutique des sciences. C'est un peu comme la recherche-action, mais ce sont les étudiants qui sont mobilisés dans les cours. Pardon, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Ce sont les étudiants qui sont mobilisés pour réaliser des projets au service des communautés. Depuis quelques années, depuis le web 2.0 surtout, il y a d'autres formes de participation des citoyens à la science qui se sont développées, qu'on appelle la science citoyenne, citizen science, mais aussi des Fab Labs, donc des laboratoires collaboratifs dans le fond, où des citoyens et des chercheurs peuvent travailler ensemble sur toutes sortes de projets de manière collaborative. Donc les citoyens ici sont des collecteurs de données, des fabricants d'objets. Thomas pourra vous en parler, il connaît ça parfaitement. Et puis finalement, il y a la nécessité de faire des débats publics sur les politiques scientifiques et le droit de critiquer la science.
Et en ce moment, pendant la pandémie, on s'aperçoit à quel point c'est complexe, cette question-là, entre ceux qui critiquent la science à juste titre pour lui demander de rendre des comptes sur ses travaux, qui peut contester des essais cliniques mal réalisés, et puis la désinformation et les théories complotistes, etc. Et il y a, moi, je trouve une sorte d'immaturité encore de ce point de vue-là dans les sociétés. Donc, c'est le mouvement Science for the People, c'est les mouvements sociaux qui sont impliqués pour dire quelle science voulons-nous, pour quelle finalité. Finalement, la troisième forme de pluralité, c'est peut-être celle qui est moins connue des acteurs du libre accès et de la recherche-action. C'est l'ouverture de la science et de l'université au savoir et aux langues qui en sont exclues. Donc, c'est le fait, par exemple, que les langues coloniales dominent la vie universitaire en Afrique et en Haïti. Et en tout cas, on pourra, j'espère, en discuter, mais quand on propose aux chercheurs d'Haïti et d'Afrique d'écrire dans leur langue, souvent ça crée de toutes sortes de difficultés parce qu'ils ne savent pas écrire dans leur langue ou leur langue a des difficultés à accueillir le vocabulaire scientifique, les concepts qui viennent de la science occidentale. Il y a des gens qui se disent à quoi bon utiliser nos langues puisque personne ne les lit, mais c'est pas vrai. Ça, c'est les gens qui sont trop tournés vers le modèle du Nord qui se disent ça. Et en fait, cette question de la langue, ça ramène à la question quelle visée pour la recherche et les publications. Ensuite, il y a l'exclusion des savoirs universitaires produits au Sud. Ça, ce sont les travaux des universitaires d'Haïti et d'Afrique, qui sont, et là, moi, je pense qu'il y a une forme de racisme systémique, je vais vous en parler dans 2 secondes, qui sont jugés a priori comme de moindre qualité, que ce soit au Nord, mais aussi au Sud. Donc, il y a des cours dans les universités haïtiennes, africaines, qui citent beaucoup plus de références qui viennent de France, des États-Unis, que des collègues sur place, même si les travaux de France et des États-Unis connaissent rien du tout aux réalités locales. Racisme systémique, parce que, par exemple, pardon. Je cite toujours l'exemple de ce fabuleux médecin, professeur de médecine de Dakar, qui m'a dit un jour, sous le sceau du secret, qu'il avait une fois envoyé un article dans une revue du Nord qui avait été refusé, et il avait été chercher un collègue occidental avec un nom bien occidental, et là le texte avait été accepté. Donc il y a une méfiance face à tout ce qui vient du Sud, et aussi le système par exemple d'évaluation par les pairs. Comme les pairs ont tendance à évaluer les textes selon ce qu'eux connaissent, du coup, il y a une reproduction du style de recherche qui se fait. C'est un conservatisme très puissant. Et si, par exemple, il y a des références dans un texte d'auteur du Sud que ne connaît pas l'évaluateur qui est au Nord, ben, il va pas prendre le texte au sérieux. Et donc, ça produit aussi ce qu'on a appelé une aliénation épistémique, une dévalorisation des savoirs locaux, endogènes dans les universités d'Afrique et d'Haïti. Finalement, dans le texte, on présente l'exclusion des savoirs autochtones. Des savoirs autochtones qui sont exprimés dans des épistémologies qui peuvent être très différentes des épistémologies occidentales. Par exemple, qui refusent le découpage disciplinaire qui est dans le fond totalement arbitraire et qui refusent de mettre l'humain au centre de toutes les disciplines, qui vont avoir une approche beaucoup plus axée beaucoup plus holistique dans l'esprit de la complexité, où dans le fond l'humain, la nature, tout ça fait partie d'un même univers et il n'y a aucune raison de les séparer comme nous on fait en séparant toujours les sciences naturelles, les sciences humaines et sociales. Après avoir présenté ces 3 formes d'ouverture dans notre texte, on explique un peu trop brièvement à mon goût, mais je veux insister ici, sur la méconnaissance mutuelle de ces formes d'ouverture. Par exemple, et ça c'est vraiment des témoignages personnels, puisque moi, j'ai la chance de naviguer dans ces trois univers de réflexion et de travail. Les acteurs et les actrices du libre accès sont rarement sensibilisés aux enjeux de l'exclusion des savoirs. Je vois très rarement ce débat-là.
pour eux, la science, dans le fond, c'est le contenu du Web of Science et de Scopus, donc les grandes bases de données américaines en anglais qui produisent des facteurs d'impact ou des clones du facteur d'impact. Et ils ne se doutent pas qu'il y a de la science très intéressante dans d'autres langues, qui n'est pas en ligne, comme par exemple en Afrique, en Haïti, où des thèses, des mémoires absolument formidables restent sur les tablettes des bibliothèques. Parmi les praticiens de la recherche-action, ou même les penseurs de la décolonialité, il y en a qui donc dénoncent la science occidentale, mais ne réfléchissent pas sur leurs propres pratiques. Et ils vont publier dans des maisons d'édition à but lucratif qui font des livres très chers, sans se soucier de leur accessibilité dans les pays du Sud ou auprès des citoyens non universitaires. Moi, ça, c'est un paradoxe qui m'énerve énormément. Et malheureusement, je vois que ça continue constamment. La recherche-action, qui est pourtant fondamentale pour le développement local, c'est seulement récemment qu'elle a vraiment été reconnue comme une approche de recherche valable, malgré des pionniers et des pionnières formidables. Et elle reste peu connue en Haïti et en Afrique francophone. Bon, moi, j'ai eu la chance de voir des beaux projets de recherche-action, mais ce n'est pas la norme. Et pourtant, je vous recommande le livre de Jean-Marc Ella sur son guide de formation à la recherche pour le développement, dans lequel il démontre merveilleusement à quel point la recherche-action est essentielle pour le développement des communautés. Et finalement, les méthodologies autochtones, il y a un travail formidable qui a été fait par les chercheurs autochtones, les chercheuses notamment autochtones, des femmes, pour proposer d'autres méthodologies que la fameuse trilogie entrevue, semi-dirigée, groupe de discussion. Ces méthodologies autochtones ne sont très rarement enseignées dans les cours de méthodologie quand il y a des cours de méthodologie. Ce qui fait qu'elles restent encore marginales, y compris dans les pays du Sud, comme l'Afrique francophone et Haïti. Donc, que faire? On propose à la fin du document une vision qui combine les trois formes d'ouverture. C'est celle de la justice cognitive. Donc, vous connaissez probablement un idéal épistémologique, éthique et politique visant la création et la libre circulation de connaissances socialement pertinentes au sein d'une science pratiquant un universalisme inclusif. Donc, libre circulation, ça fait référence au libre accès, socialement pertinente à l'ouverture aux enjeux qui sont liés au bien commun, et universalisme inclusif, donc c'est contre l'exclusion des savoirs différents de la science hégémonique. Donc cette approche nous appelle au dialogue, à l'écologie des savoirs, un pluriversalisme respectueux, y compris des savoirs secrets, des savoirs qui viennent des Suds et que les pays des Suds n'ont pas envie de partager, à une écriture libérée des normes de la science européenne. Et le libre accès peut servir à faire connaître les savoirs exclus, à les utiliser dans l'enseignement, à sauvegarder le patrimoine. Le libre accès, vraiment, s'il est bien utilisé, il peut servir à renverser la vapeur. Donc, je vous donne trois exemples rapides, puis je termine. Le premier exemple, c'est les éditions Sciences et Biens communs, que j'ai fondées il y a 5 ans, qui adoptent une politique éditoriale qui est clairement décoloniale, donc ouverte à tous les savoirs, inclusive, notamment qui demande la féminisation de l'écriture et de libre accès intégral pour les livres dès leur publication. Donc elle publie des livres inédits d'Afrique ou d'Haïti ou de pays du Nord, on a autant de manuscrits des deux, sur des sujets socialement pertinents. On publie aussi des essais sur la colonialité, des essais de critique de la science hégémonique. On traduit et on réédite en libre accès des auteurs, des autrices des Suds pour justement favoriser leur diffusion. On valorise les langues maternelles et les auteurs participent à la fabrication des livres. Donc nos derniers livres, par exemple, Décoloniser les sciences sociales. C'est une anthologie bilingue, donc français-espagnol, de Orlando Falsborda, qui est un autre père fondateur de la recherche-action en Colombie. Et cet auteur, qui est très utilisé dans le monde anglophone et hispanophone, n'avait jamais été traduit en français, donc n'était pas accessible en Afrique francophone et en Haïti. Donc on a les deux auteurs, les deux responsables ont choisi 6 chapitres absolument passionnants
qui s'étendent de 1966 à 2000. Et on les a traduits et ils vont être, d'un jour à l'autre, on va le lancer en libre accès. On a un livre sur le terrorisme au Niger, écrit par une professeure du Niger, et un livre sur les vulnérabilités en santé, sous la direction de chercheurs du Burkina Faso. On a réédité L'éducation en Afrique, un livre incroyable, prémonitoire, qui date de 1964, mais qui pose tous les grands enjeux de l'éducation dans les pays du Sud, et notamment celui de la langue, qui est magnifiquement traité. Donc, on est très heureux de l'avoir republié, réédité en libre accès. Et vous voyez, on utilise les outils du libre accès. On l'a déposé dans Zenodo, où, ceci il y a quelques mois, il y avait 583 téléchargements. Donc, normalement, les enseignants peuvent l'utiliser aisément dans leurs cours. La promotion des langues africaines, voilà, ça c'est un résumé en Zarma du livre sur le terrorisme au Niger. Et ça c'est un résumé en Djoula d'un des chapitres du livre sur la vulnérabilité. On a aussi créé le Grenier des Savoirs, donc ce sont des revues africaines thématiques, donc pas des revues disciplinaires. Elles sont pluridisciplinaires, donc en libre accès. Et là aussi, on essaie de traduire les résumés en langue africaine. Alors, par exemple, la revue Nage sur les changements climatiques et les énergies renouvelables, qui est une revue totalement pluridisciplinaire sur un enjeu majeur de l'Afrique et d'Haïti. Mais vous voyez ici un des articles même de climatologie. L'auteur a traduit le résumé en Somalie. Puis là, je vous parle du projet Yanaï qu'on est en train de finir, qui est pour moi vraiment le summum de cette vision de la justice cognitive. Il s'agit de mieux comprendre les changements climatiques, de contribuer à la recherche sur les changements climatiques à travers les savoirs paysans qui sont exclus de cette science. Donc nous avons collecté 450 récits de changements climatiques en utilisant quoi? Une application de sciences citoyennes sur un téléphone, très peu gourmand en web. Pour ça, on a mobilisé 100 étudiantes, presque autant de femmes que d'hommes, dans 7 pays d'Afrique francophone et en Haïti. Et donc, ils ont collecté ces récits auprès d'aînés, de vieux et de vieilles dans les villages au milieu rural. Parfois, c'était là aux grands-parents, parfois, c'était juste des aînés de leur village. Et donc, 450 récits sur les observations des changements climatiques, la réponse, la résilience, etc. Ce projet a été piloté par 10 boutiques des sciences et les récits ont été collectés dans 55 langues. Donc, c'est en même temps une base de données linguistiques. Et sont tous traduits en français. Donc, chacun peut aller les écouter dans la langue qu'il souhaite. Et tout ça est disponible dans une base de données ouverte sous licence Creative Commons qui permet de réutiliser ces récits pour des fins de recherche ou de sensibilisation. Par exemple, pour faire des activités de sensibilisation dans certaines zones, on pourra aller chercher ces données. Donc, il y a tout. Il y a la valorisation de savoirs exclus avec des outils de sciences citoyennes par des boutiques des sciences et une valorisation des langues. Donc, on est encore en train de travailler sur la base de données, mais bientôt, on va rendre tout ça public. Donc, à la fin du document, vous trouverez quelques recommandations pour une science ouverte décolonisée, notamment soutenir la co-construction des savoirs avec les communautés, donner des subventions pour des projets qui valorisent à la fois la participation de chercheurs autochtones du Nord, du Sud, diversifier la composition des comités de rédaction des revues ou des lecteurs, des évaluateurs, pour éviter le racisme systémique, etc. Donc, je vous invite à la fin du document, il y a des recommandations comme ça que vous pouvez lire. Donc, tout ça se fait dans le cadre de la recommandation sur la science ouverte de l'UNESCO. Donc, nous faisons là en octobre-novembre ces webinaires et l'UNESCO va ensuite réviser le premier projet de recommandation. En mars 2020, le projet va être discuté par le comité exécutif de l'UNESCO et en novembre 2021, c'est la date prévue pour l'adoption de la recommandation lors de la conférence générale de l'UNESCO. Vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour contribuer à tout ça. Partagez ces questionnements avec vos communautés, vos collègues, vos étudiants. Demandez à vos commissions nationales de l'UNESCO de soutenir ces questions
d'organiser elle-même des panels, des ateliers, des conférences sur ces questions-là. Alors, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Florence Piron, pour cette belle présentation. Et surtout, merci beaucoup pour l'effort. La voix, on l'a senti, était un peu enrouée. Ça montre une fois de plus l'amour que tu as, la passion que tu as pour ce partage du savoir équitable et surtout juste entre l'Afrique et le reste du monde. Sans plus tarder, juste à titre de rappel, les questions, mettez-les directement dans la conversation, le chat, où vous pouvez mettre toutes les questions, on les prendra à la fin et puis les différents panélistes pourront y répondre. Sans plus tarder, je vais inviter les prochains intervenants qui vont aborder la présentation de Florence, chacun en fonction d'un angle particulier de son travail de tous les jours ou bien du travail dans lequel il est engagé depuis des années. Je vais commencer par la prochaine intervenante, c'est Sophie Dibunche, qui est actuellement le chef de service de la documentation et du journal officiel au secrétariat permanent de l'OADA, entendez Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Elle est titulaire d'un master de l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaliste de Dakar. Et actuellement, elle poursuit ses études aussi en doctorat en communication publique à l'Université Laval. Sophie est une militante engagée pour l'ouverture de la science et de l'accès libre à l'information scientifique et technique. Elle est co-autrice de l'ouvrage Justice cognitive, libre accès, savoir locaux pour une science juste et pour une science ouverte, juste au service du développement. Sophie est très impliquée dans les réseaux professionnels depuis près d'une dizaine d'années et elle est membre du comité exécutif de la section préservation et conservation de l'IFLA. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elle a eu à piloter avec altruisme et dévouement le centre de préservation et de conservation de l'IFLA pour l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. Actuellement, elle est la présidente de l'Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Sophie pour qu'elle nous fasse étalage de sa perspective sur ces questions que nous abordons dans ce webinaire. Merci Sophie, la parole est à toi. Merci mon cher frère Thomas pour m'avoir introduit au débat. Que dire après un exposé aussi riche? Toute ma déférence au professeur Florence Piron pour cette facilitation et pour sa passion, son engagement sans limite pour l'ouverture des savoirs méprisés, des savoirs oubliés, bref, des savoirs du Sud. Je remercierai particulièrement la Commission canadienne pour l'UNESCO qui a rendu possible ces échanges sur la thématique de la science ouverte, sujet d'autant plus intéressant en cette période de confinement qui oblige les replis sur soi à cause de la pandémie de la COVID-19. Un bonjour particulier au professeur Samuel Régulus, c'est un honneur de partager ce panel avec lui. À tous, je vous remercie d'avance pour votre temps d'écoute et les débats qui s'en suivront pour une science ouverte au-delà du libre accès en Afrique. Alors, je dois, dans le cadre de mon intervention, porter ma voix à celle de tous ceux qui ont travaillé en faveur de l'élaboration d'une recommandation sur la prise en compte de 3 dimensions de la science ouverte qui sera adoptée en 2021, que Florence nous a fait le plaisir de rappeler. La science ouverte au-delà du libre accès pour
et avec la communauté. Un pas vers la décolonisation des savoirs me renvoie systématiquement à la problématique de la science ouverte juste, fièrement défendue par le réseau Sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone depuis 2015 et qui se résume à l'accès ouvert, à l'ouverture des savoirs. Toute l'information, comme l'a signalé Thomas dans sa présentation, est consignée dans notre ouvrage mythique, à savoir Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux, publié aux éditions Sciences et biens communs. La science ouverte juste est une science qui s'ouvre au savoir non scientifique, on l'a tantôt dit, au lieu de les mépriser ou de les ignorer. C'est une science qui s'ouvre à la contribution des non-scientifiques à la recherche, que ce soit dans la collecte de données ou la définition du projet de recherche. C'est une science qui donne universellement accès aux tests, aux données de recherche sans barrière financière et qui favorise leur réutilisation. Là, on parle du libre accès à l'information scientifique et technique. Il s'agit en effet d'une science qui reconnaît tous les savoirs, qu'ils soient des savoirs du Sud ou du Nord, une science qui rend accessible le savoir non pas uniquement dans les langues d'emprunt, mais également dans celles de nos communautés. La science ouverte juste n'est pas une vue d'esprit, la science ouverte juste, c'est une action. Faire de la science ouverte juste, c'est agir. Décoloniser les savoirs, c'est changer nos pratiques. En tant que bibliothécaire et responsable de l'Association internationale des bibliothécaires de la francophonie, AIFBD, je dirais que la science ouverte est une nouvelle approche dans la gestion des connaissances, une approche qui induit forcément les changements dans nos pratiques qui ne sont pas encore effectifs. En 2019, lors du colloque de l'IFD sur la science ouverte au Sud, à Dakar, nous le relevions, mon collègue Antonin Diouf du Sénégal, déjà sur un débat qui portait sur les aptitudes et les attitudes des professionnels de l'information documentaire africains. Nous dénoncions l'inertie en prônant un leadership fort, car la science ouverte, c'est aussi un défi de gouvernance des différentes ressources que nous avons. Et nous devons, en tant que bibliothécaires, donc médiateurs de l'information, adopter des attitudes responsables pour relever ce défi. Ça passe par la sensibilisation des chercheurs et leur accompagnement vers la prise en main des plateformes de diffusion, au moins de ce qu'ils produisent eux-mêmes, pour une grande conversation scientifique. Ça passe par des initiatives en faveur des plateformes de discussion au niveau de nos bibliothèques. Ça passe par la valorisation des ressources qui se créent dans notre environnement de travail au quotidien. Ça passe par l'indexation des données que nous gérons tous pour qu'elles soient facilement repérables. Décoloniser dans les savoirs, c'est de complexifier les rapports entre ces savoirs, car la science ouverte est fondée sur des valeurs de coopération et de partage. La justice cognitive recherchée à travers l'ouverture des savoirs, c'est aussi avoir dans nos bibliothèques africaines des ouvrages des chercheurs africains, ce qui n'est pas toujours le cas. On trouve malheureusement dans nos bibliothèques plus de documents qui viennent d'ailleurs, ce qui n'est pas mauvais parce que on parle du partage des données, mais il aurait été intéressant qu'on trouve dans nos cadres de lecture des ouvrages qui se rapportent aux réalités de nos régions. Donc, la science ouverte de prime abord renvoie certes au libre accès, mais n'est pas que le libre accès, Florence l'a souligné. L'accès difficile à Internet, à l'énergie électrique dans certains de nos pays, la faible littératie numérique, de bon nombre de nos universitaires, parfois même des professionnels de l'information, sont autant d'obstacles qui nuisent au développement de l'accès ouvert dans nos pays. Ce que nous faisons à notre niveau, nous continuons de faire le plaidoyer au niveau de nos décideurs pour une meilleure connectivité,
pour des budgets, pour des projets de création des plateformes ouvertes. Mais parallèlement, nous privilégions aussi la pratique des autres techniques de la science ouverte, notamment à amener les chercheurs à travailler sur des sujets socialement pertinents, à considérer nos savoirs ancestraux, à s'ouvrir aux non-scientifiques pour plus d'enrichissement et à faire savoir ce qu'ils font. Alors, le libre accès facilite certes une large diffusion des données, mais dans le schéma actuel dans nos pays, Florence en a fait mention, il risque plutôt de créer un effet pervers, c'est-à-dire à agrandir la fracture scientifique et inféoder davantage nos pratiques, ce qui n'est pas l'effet attendu dans le mouvement de la science ouverte. Dans la mesure où l'invisibilité de ce que nous produisons oblige parfois à consommer ce que nous voyons et ce qui est visible dans sa grande majorité vient du Nord. Donc, je voudrais terminer mon propos en ouvrant des débats pour ces questionnements parce que je pense que Florence, pendant toute sa présentation, a sorti tous les éléments qu'il faut pour comprendre, pour fixer le contexte et comprendre ce que c'est que la science ouverte juste, et ce qu'on attendait de cette science ouverte-là. Et à mon avis, les réactions et les questions devraient nous permettre d'apporter plus de contenu à la réponse aux enjeux de la science ouverte juste en Afrique francophone. Donc, je voudrais énumérer 2 questionnements qui pourront peut-être faire l'objet de débats ou de bases d'échanges. Peut-on parler de la décolonisation des savoirs dans un contexte où l'on parle d'une langue de la science? C'est ma première préoccupation. Pour qui et pourquoi faire de la science? Les réponses à ces questionnements devront naturellement nous amener à bien identifier nos enjeux. Donc, l'un des enjeux majeurs, à mon avis, est la valorisation de nos savoirs, des savoirs socialement pertinents à toutes les étapes. À toutes les étapes, j'aimerais préciser notamment les étapes que Florence a citées, les 3 dimensions les 3 dimensions reconnues à la science ouverte. Parce que quand on parle de la valorisation des savoirs locaux ici, je voudrais qu'on prenne en compte les savoirs locaux intellectuels et les savoirs endogènes. Parce que comme je l'ai souligné plus haut, on a tendance à avoir plus de la documentation, même dans nos bibliothèques qui viennent d'ailleurs. Et ça fait qu'on ne sait pas toujours ce que nos intellectuels produisent au quotidien et ce qui est un risque pour le reste de développement des questions scientifiques ou des échanges qui peuvent s'en suivre. Donc, je voulais aussi ressortir un peu la pertinence des nombreux traitements à base de savoirs locaux que nous avons observés pendant la COVID, pendant que la COVID était au pic au niveau de l'Afrique francophone. Et tout le monde a pu observer l'engouement vers ces traitements indigènes, entre guillemets. Florence l'a souligné, c'est dommage que la voix n'a pas pu être portée un peu plus haut, mais sinon, c'est déjà ça, la prise en compte de plus en plus dans mon pays. On parle de ces traitements grand-mère chaque fois qu'on veut se soulager d'un tour, d'un rhume. Donc, je milite fortement pour la recommandation de la science ouverte sur ces 3 dimensions-là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette... Peux-tu couper ton partage, activer ton micro?
Alors, merci beaucoup, Sophie, pour cette brillante présentation. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. J'en ai déjà pris quelques-unes que les panélistes vont se faire un plaisir de répondre juste après d'y répondre juste après la présentation du professeur Samuel Régulus, qui est notre dernier intervenant aujourd'hui. Et pas les moins, c'est très intéressant parce qu'il intervient à la fin, parce que c'est justement lui il a une très belle vision de cette troisième voie que Florence, cette troisième voie de l'ouverture que Florence a mentionné plus haut. Alors, le professeur Samuel Régulus est professeur à l'Université d'État d'Haïti. Il est membre du groupe d'initiative pour l'étude de la cognition du langage, de l'apprentissage et des troubles, le GIECLAT. Il est membre fondateur du laboratoire des langues, discours et représentation, de la DIREP, et du groupe d'initiative et du GIECLAT, en fait. Il est membre du comité scientifique international du projet Route de l'esclave de l'UNESCO et co-chercheur du projet SOA, Sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone. Samuel Régulus obtient son PhD en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval, Québec, après avoir eu ses diplômes de licence en sociologie et de maîtrise interdisciplinaire en histoire, mémoire et patrimoine à l'Université d'État d'Haïti. Ses intérêts de recherche portent sur les thèmes entrecroisés de la politique, de la religion, du patrimoine culturel et de l'éducation. C'est pour dire que le professeur Samuel Régulus a été l'une des chevilles ouvrières dans le cadre du projet SOA, dans cette lutte pour la reconnaissance des épistémologies du Sud, de ses autres savoirs et de la justice cognitive. Comme vous allez le voir, il y a de nombreuses publications qui vont dans ce sens. Et l'une des plus récentes à laquelle vous pourrez avoir accès sur le site des éditions Sciences et Biens communs porte justement sur les enfants en situation de handicap et justice cognitive dans l'école haïtienne. Donc, vous pourrez avoir accès à ce chapitre-là qui a été publié cette année, en 2020, sur le site des éditions Sciences et Biens communs. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'autres contributions scientifiques dans lesquelles le professeur Samuel Régulus est impliqué. Sans plus tarder, j'ai le plaisir ici de donner la parole au professeur Samuel Régulus pour ce qu'il nous donne au partage avec nous sa perspective sur la science ouverte en Haïti et en Afrique. Merci, professeur Samuel, vous avez la parole. Merci Thomas, et je profite de l'occasion pour vous remercier de cette présentation, la présentation de l'intervenant que je suis. Mais en fait, je profite de l'occasion pour vous saluer tous les participants à ce webinaire, spécialement et à la première intervenante, professeur Florence Piron, pour ses initiatives, son sens de dynamique dans la perspective de la science ouverte et de la justice cognitive, et sans négliger l'apport considérable de Sophie Madiba et d'autres collègues et travaillant et membres du réseau projet et SOA. Et en fait, je voudrais rappeler aussi, avant mon intervention, je voudrais rappeler aussi la commande qui m'a été faite. En fait, il ne s'agit pas d'une... c'est pas mais de préférence, j'ai été invité à discuter et peut-être commenter les interventions qui me précèdent. En ce sens, donc, il n'y a pas vraiment, à proprement parler,
un exposé préparé de ma part, sinon réagir sinon réagir sur de très belles interventions assez riches et assez riches que viennent présenter ces, je pourrais dire, féministes de la science ouverte. Bon, en fait, c'est un abus de langage. Bon, OK. Et en fait, en écoutant ces exposés, je rappelle les lignes directrices de ces exposés. Et c'est que, on vient de présenter les trois principales dimensions, les trois principales dimensions de la science ouverte. C'est l'ouverture aux publications c'est l'ouverture aux publications et aux données, l'ouverture à la société et l'ouverture au savoir et aux épistémologie exclue. Donc, en présentant en écoutant ces exposés, donc on voit aussi où les intervenantes prônent dans une logique d'une véritable société du savoir, que toutes les connaissances sont accessibles, à ce que toutes les connaissances sont accessibles à ceux et celles qui en ont besoin pour progresser et servir le bien commun. Donc, elles soutiennent que la science, devrait, n'est-ce pas, que la science devrait devenir beaucoup plus pluriuniverselle, en s'ouvrant à ces familles de savoirs qui sont ignorées, tant par les scientifiques du Nord. Donc, en ce sens que, du point de vue d'un auteur ou bien d'un universitaire haïtien, observant la problématique du libre accès, et Florence a pu introduire son texte ou son exposé et via le contexte Covid-19. Et ça me rappelle aussi de manière précise dans le cas d'Haïti, où effectivement le Covid-19 a suscité une sorte de préoccupation publique pour ce qu'on appelle les savoirs locaux, mais spécifiquement pour les savoirs les savoirs locaux liés à la médecine traditionnelle, à la pharmacopée haïtienne. Donc généralement, les médecins formés selon la médecine conventionnelle et prônée par l'Occident, dirigés et orientés selon les grandes compagnies pharmaceutiques, etc. Eh bien, généralement, toutes les pratiques, les savoirs liés à la guérison, au traitement, et à la fois sur le plan physique, biologique et mental, généralement dans les discours publics ou au niveau institutionnel, c'est négligé, même dans les médias, c'est négligé ou marginalisé par les professionnels de la santé et par même les discours universitaires. Mais justement, le contexte Covid, justement, a suscité une sorte de regain et même valorisé dans tous les médias. Pourquoi? Parce que, en fait, on était en face, ou bien on est encore en face d'une pandémie où la science, je pourrais dire la science infaillible, la science positive et la science pure,
quelle pureté, hein? La science pure, la science dure, n'avait pas ou n'a jusqu'à présent de réponse satisfaisante. Du coup, eh bien, on pourrait dire faute de mieux, eh bien, tout d'un coup, on se souvient de l'efficacité, hein, et des pratiques, des bonnes pratiques traditionnelles, des bonnes pratiques de guérison et de traitement, etc., pouvant booster le système immunitaire, justement. Donc, en ce sens que, ça a vraiment attiré mon attention, et donc, d'où la nécessité d'une, je pourrais dire, remise en question de l'épistémologie dominante, la nécessité du dialogue entre les épistémologies, l'épistémologie du Nord, l'épistémologie du Sud, et les différentes formes d'épistémologie. Et donc, comme les intervenantes, particulièrement Florence vient de voir, la nécessité de parler d'une sorte de bibliodiversité, ce qui nous renvoie à non pas et à une remise en question de la science universelle, de la science singulière, venant depuis l'Occident, mais de préférence de prôner une sorte de une science plurielle, une pluri-universelle, comme c'est bien décrit dans le texte que Florence Piron vient de présenter. Donc, les exposés, n'est-ce pas, et les contenus de cet exposé nous incitent à dire avec François Jean-Pierre Genga et Catherine Côté que la liberté humaine passe par la connaissance, ouais, et la connaissance exige la recherche de la vérité et la communication des connaissances, ouais, la communication des connaissances, et sans exclusion parmi les membres d'une société, hein, les membres d'une société, les membres au pluriel et sans privilégier une catégorie sociale contre une autre, où on pourrait laisser l'accès au savoir scientifique à une élite. Et donc, de préférence, on prône de préférence, serait utile, serait salutaire, même pour l'humanité, pour la liberté humaine en général, de faciliter une communication de connaissances parmi les membres d'une société représente naturellement un progrès de la civilisation. Pourquoi? Parce que, à notre avis, la connaissance de soi, n'est-ce pas, de son histoire, de la nature, la connaissance, la maîtrise les aspects, les dimensions linguistiques locales, familiales, les dimensions sociales, familiales, n'est-ce pas, toutes ces connaissances de soi, ces différents aspects de connaissance de soi sont fondamentaux pour une ouverture autonome sur les autres. Donc, l'autre aspect qui nous a interpellé qui a attiré notre attention dans cette présentation, c'est une sorte de, je pourrais dire, un survol ou effleurer quand Florence Piron ou dans les auteurs de l'article ont, je pourrais dire, souligné, hein, la dimension historique de la marchandisation de la recherche scientifique. Parce que très souvent, de nos jours, surtout les auteurs et les auteurs du Sud, les chercheurs d'Haïti, on a tendance à prendre, à accepter comme norme et comme acceptable, et à prioriser le côté mercantile de la publication scientifique, le côté fermé, cette tour d'ivoire de la publication, de la recherche scientifique et de la publication scientifique, et comme si la science était toujours fermée, hein? La science était toujours fermée, la science était toujours réservée,
et la science était toujours inaccessible. Et dans cette survol historique, l'intervenante nous a rappelé entre 1852 et 1908, où les revues universitaires étaient régies par des licences ouvertes par défaut. Ouais? Et ce qui n'a pas empêché les chercheurs et chercheuses de faire d'innombrables découvertes et de les diffuser. Donc, en général, les revues académiques nous disent, Madame professeur Piron et ses collègues étaient associés à des associations disciplinaires publiées sur une base non lucrative, contrairement à ce que nous veut imposer comme norme de scientificité, de qualité scientifique. Parce que c'est la tendance d'aujourd'hui, c'est valable, c'est de qualité, c'est scientifique, le niveau scientifique est élevé tant aussi longtemps que c'est rare, c'est inaccessible au monsieur, madame, tout le monde. Et, par exemple, je me rappelle, j'ai en tête un des responsables d'une maison d'édition d'une université très, je pourrais dire, parmi les universités les plus cotées en Haïti. Le monsieur m'a dit que le monsieur a publié sa thèse de doctorat. Et puis, j'ai discuté avec lui sur la nécessité de mettre sa thèse, de mettre cette publication en libre accès. Mais il m'a dit, mais écoutez, ouais, ce serait intéressant, mais tu sais, Samuel, et franchement, tu sais, j'aimerais pas que cet ouvrage soit accessible au grand public. Ouais, mais pourquoi? D'après lui, c'est comme si, donc, dans sa thèse, il y aurait des secrets, ouais, il y aurait des secrets, il y aurait des choses subversives et que ce serait dangereux que le grand public ait accès aux résultats de ses recherches. Et j'ai en tête d'autres collègues, j'ai encore d'autres collègues qui prétendent que au contraire, même à la question de libre accès, il faut résister à la question de libre accès parce que est-ce que le libre accès n'est pas encore une sorte d'exploitation de la capacité de production scientifique et des pays des universitaires du Sud par les universitaires occidentaux. Donc, en ce sens que mieux vaut ne pas les mettre en ligne, mieux vaut ne pas les rendre accessibles, mais pourtant, ce type de chercheurs sont toujours fiers de dire que ces publications ne sont pas accessibles pour ces étudiants haïtiens, ne sont pas accessibles même pour ses collègues haïtiens, mais c'est disponible pour le jeune universitaire et français, américain, parce qu'en fait, ces ouvrages, la qualité de sa publication était tellement, je pourrais dire, appréciée et de qualité, et ces publications ont été, sa production ont été acceptées par une maison d'édition très cotée, et puis finalement c'est publié et c'est accessible aux personnes, aux lecteurs, aux lectrices qui ont le pouvoir de l'acheter. Et puis, avec fierté, c'est pas un problème, c'est pas accessible à ses collègues, aux collègues haïtiens, c'est pas accessible aux étudiants haïtiens. Donc en ce sens que on pourrait dire que le mouvement ou bien le paradigme de la science ouverte ont je pourrais dire, cette tendance et comme obstacle qu'il faut au final et arriver à développer des arguments pour essayer de les persuader. Mais toutefois,
Et j'ai un autre collègue en tête qui arrive et finalement à voir la nécessité de quand même être en ligne parce que toutefois, un de ses intérêts dans le libre accès, c'est que il va être enfin et être beaucoup plus cité par des collègues, par des chercheurs qui ne sont pas uniquement exclusives et à l'espace, au champ scientifique haïtien. Donc, il va pouvoir être lu et à travers le monde entier via Internet. Donc, c'est au moins cet aspect dans le libre accès qui le passionne, Donc, justement, donc je vois aussi donc cette nécessité, ce point souligné par les intervenants, les intervenantes. Donc, je vois que c'est leur intervention. Heureusement, aujourd'hui, on constate de plus en plus de chercheurs, de penseurs, et qui commencent à s'intéresser à la nécessité du libre accès à la science ouverte, et que ce soit au niveau de l'université, au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation primaire et secondaire, au niveau et aux universités. Donc, en ce sens, on n'est pas tout à fait isolé que ça, même si aujourd'hui, la tendance dominante reste encore la science positiviste, l'approche, le paradigme positiviste de la science fermée, la science élitiste, la science qui évolue dans une sorte de tour d'ivoire. Donc, on voit que plusieurs auteurs comme Andreotti, Aina Kay, Cooper, 2011, Boydin, Cohen, Grossvogel, Cornell, donc pas mal d'auteurs, n'est-ce pas? Et sans oublier Santos et Vivian Nathan, et puis Marcel McCowell et Darson, etc. Donc, il y a de plus en plus d'auteurs dans leur champ spécifique et qui commencent vraiment à voir l'intérêt, la pertinence sociale et la pertinence scientifique de s'inscrire, de s'évoluer dans le paradigme de la justice cognitive et de la science ouverte. Merci beaucoup, Samuel. Oui. Oui, vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. Je crois que les panélistes ont beaucoup de questions. On pourra continuer. Juste question de gérer le temps. Mais si vous voulez, si vous me donnez 1 minute pour terminer. Oui, bien sûr. Justement. Et terminer avec quelques points. Un point, d'abord, et c'est une préoccupation que les auteurs et les intervenantes les participants et les intervenantes pourraient réagir, c'est comment est-ce qu'il est possible d'avoir la justice cognitive sans la justice sociale? Et c'est une question. Autre question, je voudrais avoir un peu plus de différence entre impact social et pertinence sociale de la science. Et autre question, quand on parle d'exclusion, on lutte contre l'exclusion, est-ce que spécification, autorité, légitimité dans les communautés autochtones, est-ce que cela ne justifie pas la notion d'exclusion? Est-ce que quand dans une communauté autochtone, il n'y a pas de détenteurs de savoir et des savoirs locaux, que ce soit savoir en termes de médecine traditionnelle, qui finalement constitue une sorte d'élite parmi les communautés autochtones? Et en termes de... oui, comment réagir aussi sur
et la tendance de percevoir l'accessibilité comme mauvaise qualité. Et ensuite, autre chose, bon, peut-être une dernière question qui concerne deux dernières questions, c'est le rapport à certains enjeux d'ordre politique, économique et sécuritaire du libre accès, en ce sens que est-ce qu'on peut tout publier? Est-ce qu'on peut tout publier en libre accès par rapport à des enjeux possibles, des enjeux d'ordre politique, d'ordre économique et d'ordre sécuritaire? Et une question pour peut-être une préoccupation que l'UNESCO devrait embrasser, c'est est-ce que l'UNESCO ne devrait pas aider de manière effective à lutter contre les déséquilibres entre les homologues universitaires du Nord et du Sud en termes de profil